Enfin, la crise actuelle, cette crise sanitaire mondiale sans précédent, elle révèle beaucoup de choses sur différents aspects. Je pense déjà à l'aspect géopolitique, puisque c'est sans doute pas un hasard si Donald Trump parle non pas du coronavirus ni du Covid-19, mais du Chinese virus, c'est-à-dire du virus chinois. On est bien évidemment dans ce contexte géopolitique. On savait la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On est évidemment dans ce contexte géopolitique de rapport entre les puissances qui est très important parce qu'il ne faut pas oublier que en l'espace d'une vingtaine d'années, les guerres au sens classique, elles ont diminué de moitié. Mais les conflits, évidemment, ils existent toujours. Il y a le terrorisme, il y a les guerres commerciales, on en parlait, et maintenant il y a évidemment cette échelle sanitaire. Alors, c'est bien sûr dans ce contexte-là de tensions géopolitiques également que s'inscrit le Covid-19. Après, il y a le plan purement, on va dire, politique et de nature des régimes. Là, c'est très intéressant de remarquer que les mêmes qui dénonçaient le régime dictatorial chinois défendent là, mettent en avant la capacité qu'a eu la Chine à réfréner le virus. C'est aller un petit peu vite en besogne, à mon sens, parce qu'il faut bien rappeler déjà cette nature du régime dictatorial chinois qui fait que les premiers cas à Wuhan, dans cette région de la Chine, ils ont eu lieu en novembre, mais ils ont été étouffés par le gouvernement chinois, avec notamment, on sait le cas de ce médecin qui a été arrêté, qui était d'une certaine façon un lanceur d'alerte, il ne faut pas l'oublier, c'est très important de le souligner. Et pourquoi? Parce que si la Chine n'avait pas été une dictature à ce moment-là et qu'elle avait pris les devants, on ne serait peut-être pas dans cet état-là actuellement de crise sanitaire. Donc, oui, ensuite, la Chine est allée jusqu'à emmurer des résidences, faire en sorte que les gens ne sortent pas pour éviter la propagation du virus. Et l'a fait de manière dictatoriale. Alors, on peut peut-être souligner que ça a permis d'éviter une propagation du virus, mais au départ, ce virus, il est aussi né dans ce contexte de dictature et avec un lanceur d'alerte qui est décédé. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ça. D'un côté, on a donc ces régimes dictatoriaux, et puis de l'autre, on a ces pays qui défendent des politiques libérales, ultra-libérales. C'est le cas notamment des États-Unis, de la Grande-Bretagne, que ce soit Donald Trump ou Boris Johnson. On est face à des gens qui mettent l'économie en premier, et donc les questions sanitaires et sociales au second plan. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on accepte qu'une partie de la population meure du moment que l'économie, qui va bien sûr connaître un frein, un ralentissement net mondial, mais ne soit pas complètement à l'arrêt. Donc là, on voit bien les dérives de ces politiques ultralibérales qui peuvent même s'accompagner d'un mysticisme idéologique avec les évangélistes, comme c'est le cas dans le Brésil de Jair Bolsonaro. Et puis la France, là-dedans, elle a une position un petit peu ambivalente, puisque oui, on l'a vu dans les déclarations du président d'Emmanuel Macron, que la question économique, elle est première, mais la question sanitaire, elle est tout autant, une sorte d'en même temps, qui peut peut-être montrer aussi ses limites. En tout cas, on s'interroge quand, il faut le rappeler, le principe même de gouverner, c'est prévoir. Or, quand président, quand Emmanuel Macron dit que dans l'après-crise, il faudra redonner des moyens à l'hôpital public, peut-être aurait-il fallu en donner avant pour éviter justement l'état actuel des choses, le manque en équipement médical et ainsi de suite. En tout cas, pour moi, la grande inquiétude qui va arriver là dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça va être bien sûr quand cette épidémie qui se propage sur le monde entier, on est dans une mondialisation évidemment sanitaire, elle va arriver en Afrique, le continent africain, qui est évidemment dans un sous-équipement médical criant, et cette crise, elle arrive au moment où justement l'Afrique est en train de se relever, d'émerger dans un grand nombre de secteurs. Ce serait terrible si évidemment cette crise sanitaire mettait à l'arrêt ce continent. Je vous rappelle qu'en 2100, 40% de la population mondiale sera africaine. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment penser aux pays africains actuellement. Ben, ce serait rassurant si ça pouvait faire changer beaucoup de choses.
une fois de plus, je le rappelle, la déclaration du président d'Emmanuel Macron, dans l'une de ses déclarations, il a dit que voilà, cette crise amènerait un changement. On ne pourrait plus faire comme avant. Alors, ce changement de paradigme, il va se faire dans quel sens? Parce que c'est ça, toute la question. Soit on serait évidemment rassuré et très heureux de se dire que cette crise permettra de repenser les choses, notamment d'un point de vue écologique, dans un plus grand souci de notre environnement, parce que cette crise, ça pourrait être, et ça, l'économiste Thomas Piketty l'a très bien dit, une forme de répétition générale avant des catastrophes encore plus grandes, notamment du fait du changement climatique. Donc, il faut plus que jamais prendre en compte cette dimension-là et investir sur les questions environnementales et écologiques. Et d'ailleurs, les résultats du premier tour de ces élections municipales qui se sont tenues, alors aurait-il dû se tenir ces élections municipales, ce premier tour? On n'est pas ici pour en débattre, mais en tout cas, force est de constater que le parti qui a remporté un grand nombre de victoires dans ce premier tour, c'est les partis écologistes. Europe Écologie Les Verts ressortent gagnants de ce premier tour des municipales dans un grand nombre de villes. On pense bien sûr à Strasbourg, on pense à Grenoble, on pense à Lyon, et même à Paris où, évidemment, on sait la dynamique souci environnemental qui pouvait être présent dans la candidature d'Anne Hidalgo au-delà de la candidature de David Béliard. En tout cas, une chose est sûre, il y a ce souci maintenant dans un grand nombre de villes, dans une grande partie de la population, des questions environnementales. Cette crise sanitaire montre que maintenant, il est urgent d'aller sur ce terrain. Donc, on pourrait se dire, ce changement de paradigme, il va se faire dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas aussi se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire accentuer encore plus un libéralisme qui devra être après moteur d'une relance, courir après une perpétuelle croissance, ce qu'il faut encore courir après une croissance, c'est un vaste débat. En tout cas, on peut s'interroger sur le fait derrière, pour certains, de vouloir relancer la machine à tout prix, avec un temps de travail qui augmente, avec voilà, un désir de relance à tout prix. Donc vous voyez, il y a ces deux choses-là. Il faut bien se rappeler que quand il y a eu la crise de 2008, bien sûr, c'est une crise très différente, la crise des subprimes, mais cette crise avait pu permettre d'espérer un grand changement, un changement de paradigme dans un grand nombre de domaines. Force est de constater que derrière, dans les années qui ont suivi, le fonctionnement, le système a repris d'une manière peu ou prou équivalente. Donc, on le voit, il faut toujours se méfier. En tout cas, c'est très dur de prophétiser. En tant que journaliste, moi, je commente le réel, donc c'est très dur de penser, évidemment, de manière plus prospective. Mais voilà, je dirais que il peut y avoir matière à espérer s'il y a une vraie prise en compte et se dire que peut-être ce que je présentais avant comme d'un côté les tendances dictatoriales ou de l'autre les régimes ultralibéraux, peut-être que cette crise sanitaire va nous montrer qu'il faut plus que jamais une troisième voie en fait aujourd'hui, qui soit ni l'une ni l'autre et qui permettent notamment de mettre les questions environnementales au premier plan. Alors ça, la préparation, ça va être toute la gestion de l'après-crise. Et ça va être très compliqué parce que, évidemment, notamment du fait que la propagation de ce virus se fait à travers le monde entier, on l'a dit, mais dans un espace-temps différent. Donc, ça va être très dur d'harmoniser justement les choses, de reprendre alors que le virus sera peut-être en train de faire des catastrophes en Afrique ou en Amérique latine et l'Europe sera en train de se relever comme aujourd'hui la Chine est en train de se relever alors que l'épicentre de la pandémie est en Europe. Donc, il va y avoir ce décalage à gérer qui est très compliqué, notamment dans un contexte de mondialisation. Et bien sûr, plus que jamais, peut-être donner envie à s'attaquer au local et à questionner ça. En tout cas, je pense qu'il va falloir jouer de prudence, il va falloir améliorer la communication. On a eu un exemple quand même d'une communication gouvernementale plus qu'hasardeuse. Alors bien sûr, on l'a vu, elle a été les paroles même des scientifiques dans l'avant, dans ce qui a précédé la crise, du moins dans son volet européen, on a entendu des paroles scientifiques très contradictoires et donc aussi derrière un écho médiatique contradictoire. Il faut se rappeler que quelques jours avant le début quelques jours avant le confinement, ici en France, le journal de dimanche titrait en mettant la photo d'Emmanuel Macron « En fait-il trop ?» à propos du Covid-19.
ou encore Le Monde dans un édito qui disait mais si on faisait la même chose pour la grippe, en disant ben, c'est un peu dommage de faire autant de choses alors que finalement pour la grippe, on en fait beaucoup moins. Et même des scientifiques, dans La Voix du Nord, le chef de service du CHU de Lille, l'un des chefs de service, qui disait mais c'est un virus médiatique. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'est pas que médiatique, ce virus. Donc effectivement, il y a une difficulté, des contradictions scientifiques qui ont fait que la communication gouvernementale, l'exécutif, ne parlait pas d'une même voix, c'est montré en contradiction. Donc tout ça, c'est des leçons à prendre pour gérer la sortie de crise. C'est-à-dire que l'avant-crise, la sortie de crise ne doit pas répéter les erreurs de l'avant-crise. Et pareil sur cette question, par exemple, du seuil des rassemblements, qui a pu être aussi sujet à interrogation, à contradiction, il va falloir être extrêmement prudent. Là, on voit déjà des festivals qui s'annulent. Il y a eu plusieurs nouvelles importantes, bien sûr le festival de Cannes qui a été annulé, mais pour les festivals d'été, on sait que l'été, c'est le grand moment des festivals et la question culturelle, elle est centrale. Bien sûr, quand on parle de cette crise sanitaire, eh ben, le Festival de Verbier, qui est l'un des plus grands festivals de musique classique en Europe, vient d'annoncer son annulation. Il devait se dérouler de mi-juillet à début août dans les Alpes suisses. Mais de l'autre côté, le Festival d'Avignon, Paul Ronin, par exemple, a affirmé pour l'instant, mais non, le Festival d'Avignon va se tenir. Donc, il va falloir harmoniser les choses parce que ça va être très dur sinon de comprendre quel sens donner à des événements qui d'un côté sont annulés, de l'autre pas. On a vu cette décision aussi des Jeux Olympiques d'être reportée. Bien sûr, il y a un impact économique derrière, mais je pense que ça doit repenser nos manières d'être, nos manières de vivre, et aussi même sur le plan culturel, ça doit le repenser. Bien sûr, il y a un impact qui est terrible pour tous les artistes, et d'ailleurs, il faut une prise en compte. Heureusement, le gouvernement en France vient d'accorder l'activité partielle aux intermittents du spectacle. Il était temps, c'était plus que nécessaire. Mais l'écosystème de la culture est mis à mal. Les salles, vous avez les salles de spectacle qui doivent annuler et qui doivent donc rembourser le public. Alors, un public peut éventuellement reporter son billet ou parfois faire un don, mais ils vont devoir rembourser, bien évidemment. Donc, difficile de payer la structure qui devait employer, un orchestre, des artistes, un ensemble. Et au bout du compte, ceux qui sont au bout de la chaîne, les artistes qui sont dans une situation difficile. Donc, on voit un écosystème mis à mal. Donc, pour moi, pourquoi j'insiste sur la question culturelle? Parce que dans cette sortie de crise, la culture va avoir un point central. Parce que, je l'ai dit, évidemment, on ne pourra plus faire comme avant. La question écologique va être centrale, mais l'autre question, ça va être la question culturelle. Parce que si on ne peut plus penser la croissance, la relance économique comme ça a pu être le cas dans le passé, il faut bien évidemment aller sur d'autres terrains. Et le terrain culturel, eh ben, c'est celui qui va permettre justement une autre relance, la relance des esprits. Mais voilà, il faut ne pas être contradictoire. Emmanuel Macron a raison de dire aux gens il faut lire, que la culture est importante. On est heureux de l'entendre dire ça. On aurait même voulu qu'il en parle avant. Mais en tout cas, il faut maintenant en donner les moyens. Et ça, et peut-être réinventer aussi ces formes culturelles. Grande Contrôle, c'est un tiers-lieu culturel qui réinvente d'une certaine façon aussi ce rapport entre le public, les artistes, toute une communauté. Peut-être il faut le repenser dans une intimité, loin de certains immenses rassemblements, en tout cas dans un certain temps. Le penser aussi via les médias numériques. On fait cette conversation sur Zoom. Il y a beaucoup d'usages qui peuvent être faits en matière numérique de plus en plus pertinents. Et puis, il faut féliciter voilà, tous ces médias aussi qui diffusent de la culture, parce que plus que jamais, dans un contexte comme celui de cette crise sanitaire du Covid-19, ben, permettent à ce que des gens en bonne santé ou les gens malades, des gens qui sont dans des hôpitaux en difficulté, puissent voir et apprécier des spectacles par le biais de retransmissions numériques. Et ben, c'est évidemment extrêmement salutaire. En tant que journaliste, je dirige une rédaction d'un journal culturel et j'ai mis personne en activité partielle. Tous les journalistes télétravaillent avec beaucoup de prudence, bien sûr. Donc, hors de question de partir en reportage ou de faire évidemment comme avant. Mais en tout cas, j'ai tenu à ça parce que le devoir d'informer est essentiel, notamment d'expliquer voilà, l'impact, on en a un peu parlé du Covid-19 sur le secteur culturel. On doit être là pour informer. Et aussi, ensuite, en tant que journaliste, ça va être très important de ne pas parler que de ça.
Parce que je crois que là, pour vous dire, personnellement aussi pour d'autres médias comme Mediapart ou la Revue Dessinée, je travaille à la fois sur les conséquences de l'affaire Carlos Ghosn sur le mécénat, comme sur l'affaire Bouvier-Ribo-Laoulef qui concerne le marché de l'art. Pourquoi parler de ces histoires-là? Parce qu'elles ne doivent pas être mises à l'écart, même dans ce contexte de crise sanitaire. Il y a d'autres sujets que le Covid-19. Je pense aussi que les lecteurs vont avoir, ou les téléspectateurs, les auditeurs, vont avoir envie d'entendre d'autres choses dans les prochaines semaines, car le confinement risque d'être long. Donc voilà, il faut savoir jouer sur les deux tableaux, bien sûr traiter de cette actualité-là, montrer aussi d'autres aspects, parfois méconnus, des conséquences de la crise sanitaire. Et puis de l'autre côté, continuer sur d'autres sujets parce qu'il ne faut pas mettre à l'écart justement les autres questions, qu'elles soient politiques, économiques, sociétales. Elles sont aussi essentielles. Voilà, je crois que plus que jamais dans une période comme celle-ci, il y a un devoir, un droit d'informer qui est essentiel et on doit être à la hauteur du moment en tant que journaliste.